début, on pouvait être réticent envers ces mouvements parce qu'ils commençaient en affirmant le droit des automobilistes à circuler, à polluer, etc. Bon, contre l'augmentation du prix du combustible, etc. Donc, c'était pas très écologique, hein, effectivement. Mais il faut dire là-dessus deux choses. Premièrement, que le mouvement a très rapidement dépassé cette demande. C'est-à-dire, le mouvement a commencé sur ça, c'était, disons, le prétexte, hein, d'une certaine façon. Les gouvernements ont reculé et a dit, bon, on suspend la mesure, etc. Et le mouvement a continué. Donc, apparemment, ce n'était pas ça la demande essentielle. Le mouvement a pris une autre dimension. Il a posé des questions de justice sociale, de justice fiscale, de l'absurdité des politiques néolibérales du gouvernement, etc. Donc c'est devenu un grand mouvement social, populaire, qui a complètement déstabilisé le gouvernement de Macron, chose que les luttes syndicales de l'année dernière n'avaient pas réussi. Donc c'était très important. C'était très important. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que effectivement, les gouvernements de type néolibéral comme Macron, mais comme tant d'autres, qui prétendent faire quelque chose pour l'environnement, pour la nature, etc., la seule chose qui vient à leur esprit, c'est des mesures punitives qui tombent sur le pauvre, n'est-ce pas? Ils ne vont pas taxer Total, par exemple, qui est la multinationale du pétrole en France. Ils ne vont pas, disons, prendre des mesures sur l'environnement, disons, qui mettent en question l'oligarchie fossile. Hein. À la place de ça, ils veulent charger le citoyen, le travailleur, la plupart, qui ont besoin de leur voiture pour aller à leur travail, etc. C'est eux qui doivent payer l'addition d'une prétendue transition écologique. Hein. Voilà, donc, évidemment, nous sommes critiques, nous sommes opposés à ce type de politique. Il faut que les mesures de transition écologique soient des mesures aussi de justice sociale. On ne peut pas séparer les deux choses. Hein. On ne peut pas séparer la justice écologique et la justice sociale. Il faut combiner les deux. Et ce n'est qu'en associant les deux qu'on peut avoir le soutien de la grande majorité de la population. Parce que si on essaie d'imposer une espèce de pseudo-écologie punitive qui veut faire payer l'addition de la transition par les plus pauvres, évidemment, on n'arrivera pas et ça ne peut que échouer. Donc ça, c'est aussi une leçon de cette expérience. Bon, d'ailleurs, une partie du mouvement des Gilets jaunes, pas tous, hein, mais une partie, ont participé aux mobilisations sur le climat qui ont eu lieu en France. On trouvait pas mal de gens arborant un gilet jaune. Bon. Maintenant, ce que dit Paul Ariès sur le fait qu'on ne peut pas attendre la fin du capitalisme. Bien sûr, personne ne propose d'attendre. Hein. En tout cas, moi, je ne propose pas d'attendre quoi que ce soit. C'est la meilleure recette pour n'arriver nulle part. Donc, il ne s'agit pas d'attendre, mais il faut agir contre les systèmes pour une transformation, pour une transition. Bon, est-ce que créer des villages alternatifs, des coopératives agricoles, organiques, est-ce que c'est une bonne initiative? Oui, sans doute. Hein, nous sommes à fond pour créer des expériences alternatives, hein, des expériences qui montrent qu'on peut produire, consommer d'une autre façon. Bon, s'il y a des agriculteurs qui s'organisent en coopérative pour produire une agriculture organique, formidable. Hein. S'il y a des expériences de transport public gratuit dans certaines villes, c'est le cas en France, évidemment, on est pour, on se bat même pour l'imposer. Hein. C'est évident. Bon, cela dit, nous ne pensons pas que simplement l'accumulation de quelques expériences locales suffit pour changer la donne. C'est-à-dire qu'il faut une transformation profonde de tous les systèmes économiques et sociaux. Donc ces expériences sont intéressantes, sont importantes aussi dans la mesure où ils font prendre conscience aux gens qu'une autre façon de produire, de consommer, de se transporter est possible.
Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, il faut affronter les systèmes. On ne peut pas faire l'économie d'un affrontement avec le système lui-même, avec le capitalisme. Mais il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit dans l'action aujourd'hui, dans les mouvements, dans les luttes, dans les expériences aussi locales, etc., qu'on pourra avancer vers une transformation systémique. Donc, je n'oppose pas un à la place de l'autre, mais je vois des expériences locales, comme celle-là, comme beaucoup d'autres, comme des éléments d'un processus de transformation globale. C'est dans ce sens-là que je pense que c'est une erreur d'opposer l'un à l'autre comme s'il fallait choisir. Soit on veut en finir avec le capitalisme, soit on veut, établir un système de transport gratuit dans sa vie. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Bien. La question de l'emploi, effectivement, c'est un très grand défi. C'est un très grand défi parce que chaque fois qu'on veut supprimer des formes de production particulièrement nuisibles du point de vue de l'environnement, du climat, etc. Par exemple, le mine de charbon, ou les centrales électriques au charbon, etc. Bon, ou le nucléaire. Bon. Évidemment, on s'affronte au problème que les travailleurs de cette entreprise ou de ces branches, etc., défendent leur emploi, c'est leur survivance, donc ils s'accrochent, disons, ils font bloc avec les entrepreneurs, le capitalisme, les technocrates, etc., dans la défense de l'emploi. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème qui n'a pas une solution simple, parce que on peut dire que, dans l'écosocialisme, le problème c'est la révolution, etc., mais le problème c'est la transition. Donc, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est dans toute lutte de ce type, pour fermer une mine de charbon, comme il y a maintenant un combat en Allemagne très important, et les Gelände ont arrêté la production de la lignite, qui est une des formes les plus polluantes du charbon, etc. Bon, il faut poser la revendication de la garantie de l'emploi pour tous les travailleurs de cette branche. Et il faut imposer ça à travers la lutte. C'est pas facile, mais il faut imposer qu'on ne ferme pas une mine sans que tous les travailleurs de cette mine aient soit un autre emploi, soit un processus d'apprentissage qui peut durer beaucoup de temps pour apprendre un autre métier, etc., soit passent à la retraite s'ils ont déjà un certain âge, etc. Donc on laisse personne sur les carreaux. Ça, c'est absolument indispensable. Donc si on n'a pas cette démarche, si on n'a pas cette dimension sociale dans le combat, on part perdant. C'est-à-dire, les travailleurs vont faire bloc avec les capitalistes, le gouvernement, les technocrates, etc. Donc c'est un défi. Maintenant, je pense qu'on peut argumenter que dans un processus de transition, sans attendre qu'on est déjà arrivé à l'écosocialisme, etc., dans un processus de transition, il y aura une dynamique de création d'emplois. Dans un processus de transition socio-écologique, disons, il y aura création massive d'emplois nouveaux, parce que la transition écologique exige des emplois dans l'agriculture, dans les services sociaux, dans les énergies alternatives, etc., etc. Et on voit par exemple aux États-Unis, maintenant, est apparue la revendication, la proposition plutôt d'un Green New Deal, d'un New Deal vert, par des députés, disons des jeunes, surtout des jeunes femmes députées dans la gauche du Parti démocrate, qui appartiennent à un petit parti socialiste, qui s'appelle le Parti socialiste-démocrate d'Amérique, qui propose des mesures assez radicales, des mesures qui impliquent par exemple l'expropriation de l'industrie pétrolière, la sortie des mains des capitaux privés pour qu'elle soit gérée publiquement, etc. Et une dynamique de création de millions d'emplois verts, des millions d'emplois verts. Ça, c'est la proposition du Green New Deal. Et ça a frappé l'imagination du public américain, bien au-delà de cercles de militants socialistes, marxistes ou écosocialistes.
C'est-à-dire beaucoup de travailleurs aux États-Unis se rendent compte que leurs entreprises sont vouées, sont déjà en train de fermer ou vont fermer bientôt, hein, même dans l'industrie automobile. Hein, ils voient comment la production automobile est en train de décliner, etc. Donc ils se posent la question de l'avenir, et quand apparaît une proposition de transition qui va créer des millions d'emplois, ça les intéresse. Ça fait que l'intérêt pour la proposition de cette jeune femme Ocasio-Cortez, mais elle n'est pas seule, hein, c'est tout un mouvement, et c'est des partis démocrates et des social-démocrates, il y a toute une mobilisation. Bon, ça attire beaucoup de sympathie. On a fait des sondages, bon, une majorité des Américains trouvent que c'est une idée intéressante, y compris des gens qui sont des électeurs républicains, etc. Ben oui, si on crée des millions d'emplois, bon, ça devient intéressant. Donc, ça montre que cette bataille peut être menée. Hein. Je ne dis pas qu'elle va être gagnée facilement, mais cette bataille pour l'emploi, hein, et cette bataille pour proposer des mesures qui créent des emplois nouveaux à la place de ceux des branches ou des entreprises qu'on ferme, c'est une bataille qu'on peut mener, qu'il faut mener, parce que si on ne la mène pas, on n'aura jamais le soutien de la majorité des travailleurs, sans lesquels on ne pourra faire aucune transformation. Voilà. Et alors, la dernière question, je crains que, je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, quelle radicalité? Oui, ne faut-il pas donc rentrer dans une certaine radicalité pour amorcer un changement? Oui. Et quelle radicalité? D'accord. Bon, comme j'ai essayé d'expliquer, le mot radicalité vient du latin radix, donc ça signifie aller à la racine du problème. La racine du problème, c'est le système capitaliste. Donc, alternative radicale, pour moi, ça veut dire alternative antisystémique, anticapitaliste. Bon. Ça ne veut pas dire que la seule proposition radicale est celle qui dit le capitalisme est aboli à partir d'aujourd'hui et commençons à construire l'écosocialisme. Bon, c'est une radicalité vide. Bon, il faut que cette radicalité antisystémique, anticapitaliste, écosocialiste, se traduise par des propositions concrètes, ici et maintenant. Bon, par exemple, une proposition qui dit il faut exproprier les multinationales du pétrole parce qu'elles ne vont jamais se convertir à l'écologie. Hein, elles ont de milliards de dollars investis dans les stocks de pétrole, de charbon, etc. Donc il faut qu'elles deviennent propriété publique, qu'elles soient contrôlées par la population dans une perspective de transition écologique. Bon, c'est une proposition très radicale. Elle va contre la logique du système. Mais bon, c'est une mesure, hein, ce n'est pas un changement de toute la société. Et comme ça, on peut donner d'autres exemples. Bon, par exemple, le système financier. On peut proposer l'idée que le crédit, hein, doit être un service public. Il n'y a pas de raison pour que le crédit soit monopole de banques, des entreprises privées qui spéculent, qui investissent dans les énergies fossiles, qui détruisent la planète, etc. L'idée du crédit comme service public, c'est une idée radicale. Hein. Ce n'est pas encore l'écosocialisme, mais c'est une idée radicale qui va dans cette direction. Bon, et comme ça, on peut donner beaucoup d'exemples. Donc, pour moi, radical est toute mesure qui va dans le sens de la transition et qui s'affronte à des intérêts capitalistes. C'est ça le sens. Et évidemment, aussi, toutes ces mesures font partie d'une vision d'ensemble, une vision d'ensemble de la transition vers une nouvelle société, une nouvelle civilisation. C'est ça le projet radical, c'est le projet d'une nouvelle civilisation. Peut-être que Notre-Dame-des-Landes est un bon exemple de radicalité et de construction. Tout à fait. Notre-Dame-des-Landes, c'est un très bel exemple de radicalité, c'est-à-dire de comment les gens, les jeunes en particulier, les paysans se mobilisent, réussissent à empêcher un projet destructeur de l'environnement, créent une expérience collective alternative, etc. C'est un exemple de radicalité, tout à fait d'accord. Donc voilà, la radicalité, elle existe, hein, elle n'est pas le monopole des écosocialistes, hein, elle existe dans beaucoup de mouvements, des luttes, d'expériences, en Europe, en Amérique latine, partout. Hein. Donc il faut partir de ça, hein, il faut partir de ces expériences réelles pour avancer. Bon.
Merci. Alors, je crois